Salut à tous et bienvenue, c'est Jean-Mi. Aujourd'hui on parle de Dr. Stone, la lumière des civilisations ainsi que son extension. C'est un jeu coopératif pour 1 à 4 joueurs, des durées de partie de 30 à 45 minutes à partir de 12 ans. C'est un jeu de Senji Kanai, il est édité par Don't Panic Games. Dans le jeu, vous incarnez des personnages de l'univers de Dr. Stone, et vous allez devoir construire des objets scientifiques en associant matériaux et objets. Le jeu propose une expérience immersive ainsi que des défis stratégiques, et il retranscrit également très bien l'univers de Dr. Stone. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec le matériel. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer les règles du jeu de base, puis de l'extension, et ce qu'elle apporte en termes de mécanique, et à la fin, je vous donnerai mon avis sur ce jeu. Avant de rentrer dans les règles, je vais vous expliquer quelques grands principes du jeu. Ici, nous avons le plateau. Le plateau représente une carte centrée sur le royaume de la science, où les personnages vivent et travaillent. Elle est composée de plusieurs éléments. Les lieux, ce sont les zones où les joueurs peuvent récolter des matériaux. Les chemins, ce sont les sentiers qui permettent aux joueurs de se déplacer entre les différents lieux. Et une réserve qui est une zone de stockage pour les cartes matériaux et objets. Chaque joueur va recevoir une carte personnage où il est indiqué les points d'action. Chaque joueur commence avec un certain nombre de points d'action qui dépendent de son personnage. Et les points d'action indiquent le nombre d'actions qu'un joueur peut effectuer. Il y a la force. Elle est utilisée lors des tests de force et définit aussi la limite du nombre de matériaux et d'objets que le personnage peut porter, c'est-à-dire le nombre de cartes. Ici, nous avons l'intelligence. Elle est utilisée lors des tests d'intelligence pour accomplir certaines actions. Et chaque personnage a une capacité spéciale qui peut être activée lors de la partie. Dans une partie à 3 joueurs, vous utilisez cette face, sinon, vous utilisez cette face-là. Nous avons aussi les cartes épisodes qui sont ici. Les cartes épisodes sont utilisées pour déterminer le déroulement de la partie. Ces cartes affectent les actions des personnages au cours de chaque manche. Là, je les ai révélées pour les besoins de la mise en place et pour vous expliquer le jeu, mais sinon, vous les mettez toutes face cachée. Il y a la carte début qui annonce le début d'un événement ou d'une action importante, la carte manche qui décrit les événements et effets qui vont se produire pendant cette manche, et la carte de fin qui indique la fin de la partie. Les cartes sont disposées et révélées dans l'ordre de l'épisode en cours, et le nombre de manches peut varier selon l'épisode. Nous avons ensuite les cartes matériaux. Ici, il y a le nom du matériau en question, ses caractéristiques, qui décrit comment les matériaux peuvent être transformés, les éléments requis et les cartes objets que vous pouvez obtenir en effectuant ces transformations. Vous voyez, c'est une transformation de traitement, elle consomme 2 points d'action, il vous faut 2 céréales pour obtenir la carte objet 01. Et ici est indiqué le lieu où vous retrouverez également les cartes objets. Je ne vais pas vous les montrer, que vous ayez une surprise de comment tout se passe, mais je vais vous expliquer comment fonctionnent les cartes. Vous retrouverez le nom de l'objet, les détails dans ses caractéristiques, c'est-à-dire les matériaux nécessaires à sa transformation, et là vous voyez son numéro. Certains objets ont des effets spéciaux qui peuvent influencer le déroulement de la partie. Ici vous avez les cartes Senku. Elles sont une aide précieuse pour les joueurs. Elles peuvent être utilisées à tout moment, et elles définissent le niveau de difficulté de la partie. Différentes tuiles que vous placez en fonction de l'épisode, elles sont placées dans le royaume de la science, et leur effet peut être actif ou inactif. Ici nous avons les jetons points d'action. Ces jetons représentent les actions qu'un joueur peut effectuer au cours de son tour. Chaque joueur reçoit un nombre égal au nombre de points d'action indiqués sur sa carte, et lorsqu'un joueur effectue une action, il retourne ce dernier pour indiquer qu'il a été utilisé. Et les tuiles X, elles marquent les zones auxquelles les joueurs ne peuvent accéder lors de cet épisode. Pour une mise en place, vous allez placer le plateau au centre de la table, puis vous déposez pour l'épisode 1 la tuile fourreau niveau 0 sur l'emplacement des tuiles. Vous allez prendre toutes les cartes de l'épisode 1, ce sont les cartes avec le dos bleu, ne regardez pas le recto des cartes, et vous les disposez en haut du plateau dans l'ordre suivant. Carte début, carte mission, carte manche, puis carte fin. Cela constitue la pioche de manche. Vous allez trier les cartes matériaux en fonction du lieu indiqué au dos, vous les mélangez et vous les mettez aux emplacements prévus. Les cartes objets, vous les mettez face cachée dans le royaume de la science, et vous placez les tuiles comme il est indiqué dans la mise en place pour l'épisode que vous voulez faire. Ensuite, chaque joueur va choisir un personnage qu'il souhaite incarner. Pour une partie solo, vous prenez 4 personnages. Pour 2 joueurs, chaque joueur prend 2 personnages. Et pour 3 et 4 joueurs, chaque joueur choisit un personnage. Chaque joueur va donc prendre la carte. Il va prendre la tuile qu'il placera à cet endroit-là. Il y a les socles dans la boîte pour mettre debout vos indices, ne vous inquiétez pas. Chaque joueur prend également le nombre de jetons associés à son personnage, c'est indiqué sur la carte. Vous placez également la tuile Senku dans le royaume de la science. Et vous allez choisir le nombre de cartes que vous allez utiliser. 2 cartes Senku pour une partie facile, 1 carte pour une partie normale, et 0 carte pour une partie difficile. Vous mélangez les cartes et vous les révélez en fonction du nombre que vous avez choisi. Comment se passe une partie? L'objectif de chaque épisode va être de compléter une mission, que ce soit en développant une technologie ou en fabriquant un objet. En commençant l'épisode, vous prenez la carte début et la carte mission que vous révélez, puis que vous lisez à voix haute. L'objectif est indiqué sur la carte mission, mais les détails du chemin vers la victoire peuvent être cachés au début. Chaque objectif deviendra clair au fur et à mesure que vous récoltez, traitez et fusionnez des matériaux. Les actions sont au cœur du jeu. Chaque joueur, à son tour, peut effectuer des actions tant qu'il vous reste des points d'action.
Étant donné que c'est un jeu coopératif, les actions sont libres. Les joueurs peuvent discuter et se concerter avant de décider quelle action entreprendre. Il n'y a pas d'ordre spécifique. Un personnage peut effectuer une action, puis un autre personnage peut enchaîner avec sa propre action, puis on peut revenir au personnage précédent, tant qu'il reste des points d'action. Les actions possibles sont le déplacement, qui vous permet de vous déplacer vers un lieu adjacent, la fouille, vous allez fouiller le lieu où vous vous trouvez pour récolter des matériaux, l'échange, vous allez échanger des cartes avec un autre personnage situé au même endroit, la transformation, vous utilisez les matériaux pour créer des objets ou développer des technologies dans le royaume de la science, et passez votre tour. Si vous ne souhaitez pas ou ne pouvez plus effectuer d'action, vous passez. Un tour de jeu commence par un début de manche. À chaque début de manche, vous révélez la carte manche qui se trouve au-dessus de la pioche de la carte manche et vous suivez les instructions. Chaque joueur ensuite place ses jetons points d'action sur la face recto, la face colorée, à côté de sa carte personnage. Les personnages effectuent leurs actions jusqu'à ce qu'il n'ait plus de points d'action ou qu'ils passent, et on passe à la fin de la manche. Elle se termine lorsque tous les joueurs ont passé leur tour. Si des cartes manches restent dans la pioche, vous passez à la manche suivante. Si la carte fin est révélée en haut de pioche, cela signifie que le temps est écoulé et on passe à la fin de partie. J'y reviendrai un petit peu plus tard. À votre tour, vous avez donc plusieurs actions, comme le déplacement. Le déplacement coûte un point d'action, permet de déplacer votre personnage d'un lieu à l'autre. Par exemple, je commence ici, je veux aller là, ça me coûte un point d'action. Je pourrais, si je veux, dépenser un deuxième point d'action pour aller jusque là. Les tuiles X vous empêchent d'aller à ces endroits-là. Une fois que vous êtes sur un lieu, vous allez pouvoir fouiller. Cela coûte un point d'action. Vous effectuez une fouille pour obtenir des matériaux. Il existe deux types de fouilles, les fouilles simples ou les fouilles avec un test. Les fouilles simples, comme ici, ne nécessitent pas de test et donc pas de jet de dés. Vous déclarez juste « je fouille », dépensez votre point d'action, puis vous piochez la carte située au sommet de la pioche du lieu où vous vous trouvez et vous l'ajoutez à votre inventaire. Il y a sinon des zones de fouille avec test. C'est indiqué comme ceci. Il y a les tests d'intelligence qui sont indiqués en bleu et les tests de force qui sont indiqués en rouge. Ils sont effectués en fonction de la capacité du personnage. Pour réussir un test, vous allez devoir additionner le score de la capacité de votre personnage et les résultats de 2D, puis vous comparez. C'est-à-dire que là, j'ai 3 en force. Si je fais un test de fouille de force à 10, je lance 2 dés auxquels j'additionne cette valeur-là. Si le total est supérieur ou égal, c'est réussi. Si le total est strictement inférieur, c'est échoué. Si vous le souhaitez, vous pouvez améliorer vos chances et lancer un dé supplémentaire en dépensant un point d'action. Mais cependant, seuls les 2 dés les plus élevés seront pris en compte. Par exemple, je suis ici, je fais un test de force, je prends 2 dés, ça me coûte une action quoi qu'il en soit car c'est une action de fouille, et je peux dépenser un point d'action supplémentaire pour lancer un 3e dé. Et je prends la somme la plus élevée des 2 dés. Et vous pouvez lancer jusqu'à maximum 5 dés. Ensuite, vous pouvez faire un échange. Lorsque plusieurs personnages se trouvent sur le même lieu, ils peuvent échanger des cartes de leur inventaire. L'échange coûte toujours un point d'action, quel que soit le nombre de personnages impliqués dans l'échange. Le nombre de cartes n'affecte pas non plus ce coût. Chaque personnage qui participe peut payer le coût, c'est-à-dire que si ces 2 personnages échangent, vous pouvez choisir qui dépense le point d'action. La réserve est une zone spéciale dans le royaume de la science où les personnages peuvent stocker des cartes, matériaux et objets. Vous pouvez les entreposer sans aucune limite, cela vous permet d'alléger votre inventaire et d'aller récupérer les objets plus tard. Et un échange avec la réserve ne coûte pas de points d'action. Comme je vous disais, cela vous permet de libérer l'espace dans votre inventaire pour de nouveaux matériaux ou objets. Ensuite vient la transformation. La transformation est une action clé du jeu et elle consiste à fabriquer de nouveaux objets à partir de matériaux ou d'objets déjà obtenus. Cette action est nécessaire pour réussir l'épisode en cours car elle permet de produire des objets essentiel à la progression du jeu. La transformation se déroule uniquement dans le royaume de la science, et chaque transformation consomme un certain nombre de points d'action dont le coût est spécifié sur la carte. Une fois un objet utilisé, il est défaussé et ne peut plus être utilisé pendant la partie. Il existe les transformations de traitement, qui sont des transformations simples, et les transformations de fusion. Elles nécessitent l'utilisation d'un fourreau. Dans le jeu, cette transformation est réalisée grâce à la tuile fourreau. Chaque transformation nécessite de dépenser des points d'action. Le nombre exact de points d'action est indiqué sur la carte. Certaines cartes indiquent que le coût peut varier en fonction du nombre de personnages présents dans la partie. Lorsqu'un personnage effectue une transformation, d'autres personnages dans le royaume de la science peuvent l'aider. Vous pouvez répartir les points d'action comme vous le désirez entre les personnages qui y participent. Pour chaque transformation, vous utilisez un certain nombre de cartes matériaux ou objets. Les cartes nécessaires sont indiquées sur la carte de transformation. Si vous n'avez pas suffisamment de cartes requises, la transformation ne peut pas avoir lieu. Une fois la transformation réussie, vous récupérez une carte objet qui est ajoutée aux réserves du royaume de la science. Cependant, si le numéro de la carte objet que vous souhaitez transformer n'est pas disponible dans la pioche, la transformation échoue et vous devez revenir à l'état initial. Tous les points d'action et les cartes utilisées sont récupérés à ce moment-là. Lorsque la transformation est réalisée, la nouvelle carte est ajoutée à la réserve. Cette carte correspond à l'objet indiqué sur la carte de transformation. Il est important de ne pas regarder le recto des cartes lors de la prise des nouveaux objets pour éviter toute divulgation accidentelle des informations. Et la dernière action est passer son tour, qui coûte 0 points d'action. La partie se termine lorsque l'une des 2 conditions suivantes est remplie. Soit l'épisode est réussi, vous piochez la carte objet indiquant épisode réussi, cela signifie que vous avez accompli la mission de l'épisode, et sinon,
une fin de partie par épuisement de pioche, vous ne pouvez plus piocher de carte manche, et la carte objet épisode réussi n'a pas encore été tirée. Cela signifie que le temps est écoulé. Vous avez échoué à la mission, mais vous pouvez la recommencer, ne vous découragez pas. Je vais vous redire brièvement comment se passe un tour de jeu. À votre tour, vous allez dépenser des points d'action pour vous déplacer, récupérer des matériaux afin de les transformer en objets qui vous feront réussir la partie. Au fur et à mesure que vous tirez des cartes, votre objectif deviendra plus clair. Vous dépensez vos points d'action comme vous le voulez, et vous devez réussir avant d'arriver à la fin de la pioche. Donc voilà pour les règles du jeu de base. Je vais maintenant bouger tout ça et vous montrer ce qu'amène en plus l'extension qui contient 2 épisodes. Donc là, je vais vous expliquer l'extension qui comprend 2 nouveaux épisodes. Je vais vous expliquer les nouvelles mécaniques et ce que ça apporte en plus au jeu. Pour jouer à l'épisode 2, vous devez utiliser le matériel et les règles spécifiques de cet épisode, tout en gardant à l'esprit la mise en place de base de l'épisode 1. Vous utilisez le même plateau, vous allez avoir un personnage de plus à choisir. Vous allez avoir donc de nouvelles cartes épisodes, elles sont au dos vert. Toutes les cartes de l'épisode 2, vous les reconnaîtrez grâce à leur dos vert. Vous avez donc des cartes matériaux, vous avez des cartes objets, qui sont numérotées de 1 à 18, il y a 26 cartes, il y a donc plus de cartes. Vous avez 3 nouvelles cartes 5 coups, de nouvelles tuiles installation, des tuiles objets. Ce sont les éléments en plus que vous retrouvez pour l'épisode 2 que vous voyez à l'écran. À partir de l'épisode 2, vous pouvez donc choisir un nouveau personnage. Vous allez placer les tuiles fourreaux niveau 1 et générateurs niveau 1 dans le royaume de la science, sur leur face active. Lorsque vous choisissez la difficulté en piochant les cartes Senku, vous mélangez avec les 3 nouvelles cartes qui ont été rajoutées. Vous placez une tuile sur le lieu grotte, ce qui signifie que celui est bloqué. Une fois que la mise en place est terminée, vous allez pouvoir commencer cet épisode 2. L'épisode 2 rajoute donc des tuiles ennemies. Les tuiles ennemies sont des obstacles qui gênent les joueurs pendant l'épisode. Ces ennemis doivent être vaincus afin de pouvoir pincer et accomplir certaines actions. Les tuiles ennemies empêchent les joueurs de fouiller ou de transformer des objets dans les lieux où elles sont placées. Cela peut ralentir la progression, car il faudra d'abord les éliminer afin de pouvoir fouiller pour des matériaux ou effectuer des transformations nécessaires à la mission. Pour retirer une tuile ennemie, vous devez les affronter dans un combat. Le combat est une épreuve qui repose sur la force physique des personnages. Ce test est réalisé en utilisant la force du personnage, et le personnage qui initie le combat doit donc effectuer un test pour savoir si l'ennemi est vaincu. Les ennemis, elles sont là, et différents événements vont vous dire où les placer et quand elles vont apparaître. La réussite du combat dépend du test de force que vous réalisez. Pour cela, vous devez lancer des dés et ajouter votre score de force à celui des dés pour déterminer si vous réussissez. Vous trouverez également de nouvelles cartes, qui sont les cartes mésaventures, qui se trouvent dans les différentes pioches du jeu. Les cartes mésaventures introduisent des effets néfastes dans le jeu. Ces cartes sont généralement piochées lors de l'action de fouille. Lorsqu'une mésaventure est révélée, son effet est immédiatement activé, ce qui peut causer divers désagréments. Après activation, la carte est défaussée. De plus, lorsque vous piochez une carte mésaventure, vous ne pouvez pas piocher d'autres cartes. Ça veut dire que vous avez perdu votre action de fouille. Les effets des cartes mésaventures peuvent compliquer vos objectifs et peuvent rendre les conditions de victoire encore plus difficiles à atteindre. Vous allez trouver également des tuiles objets. Les tuiles objets sont des éléments qui sont placés dans la réserve. Ces tuiles peuvent être récupérées et échangées par les joueurs. Elles ne comptent donc pas dans la limite des cartes objets que chaque personnage peut détenir. Cet épisode 2 vous ajoute donc des tuiles ennemies qui vont empêcher la fouille et la transformation jusqu'à l'élimination par le combat. Des combats basés sur la force physique, et certains personnages prendront une nouvelle dimension à ce moment-là. Des cartes mésaventures, qui sont des effets négatifs qui compliquent le jeu, mais qui peuvent être évités également par notre personnage. Et des tuiles objets qui peuvent être placées dans la réserve. Donc tout cela rajoute une nouvelle dimension au jeu, de nouvelles cartes, de nouveaux objets et de nouvelles stratégies à mettre en place afin de réussir. Je vais vite changer tout ça et on va passer à l'épisode 3. Et nous voilà avec l'épisode 3. L'épisode 3 est toujours dans la même extension de Dr. Stone. L'épisode 3 va introduire de nouveaux défis et de nouveaux éléments pour les joueurs. Vous avez de nouvelles tuiles ennemies, encore de nouvelles cartes Senku, beaucoup plus de cartes objets et de cartes matériaux, des tuiles villageois, des tuiles ennemies et des tuiles installations, ainsi que de nouvelles tuiles objets. Il y a aussi plusieurs cubes en bois, je ne les ai pas tous sortis là. Pour la mise en place, comme pour l'épisode précédent, la mise en place est similaire, sauf que vous utilisez les cartes à dos rouge, celles de l'épisode 3. Pour les tuiles installation et objets, vous placez les tuiles fourreaux niveau 1, générateur niveau 1, laboratoire et casse-écaille, face active dans le royaume de la science. Les différentes tuiles sont ici. Il y a également des lentilles. Les joueurs qui incarnent Kinro ou Suika reçoivent une tuile lentille. Les cartes début, qui sont ici, vous les prenez dans la pioche des cartes matériaux et vous les placez dans la réserve. De nouvelles cartes Senku, vous mélangez toutes les cartes des différents épisodes et vous en piochez pour déterminer la difficulté. Et cet épisode va vous amener de nouvelles subtilités et va être encore plus difficile que les 2 précédents. Les cubes en bois sont une ressource précieuse dans le jeu. Ils peuvent être placés sur certaines cartes matériaux ou objets avec l'option Stock 2 et X. Chaque cube peut être utilisé pour remplacer un élément spécifique sur une carte transformation. Si par exemple vous avez besoin de 2 fers pour une transformation, mais vous n'avez que des cubes en bois disponibles sur la carte stock de fer, vous pouvez utiliser ces cubes à la place du fer nécessaire. Ça rajoute une dimension de stockage et de gestion encore plus approfondie. Les cubes en bois sont un moyen de gérer les ressources de manière flexible, ce qui peut être crucial pour surmonter les pénuries pendant la partie. Les matériaux permanents, certaines cartes sont dites matériaux permanents, ce qui signifie qu'elles ne sont pas défaussées
quand vous les avez utilisées pour une transformation. Ces cartes peuvent être donc utilisées de manière répétée, ce qui en fait une source continue et stratégique à long terme. Vous avez également les villageois. Les tuiles villageois jouent un rôle clé en représentant la coopération des villageois. Elles peuvent être utilisées de manière similaire au point d'action. Ce sont les tuiles qui sont là et différents événements vous permettront de les mettre dans le royaume de la science. Comment fonctionnent les tuiles villageois? Elles peuvent être utilisées de manière similaire au point d'action des joueurs, en permettant de dépenser un point d'action pour effectuer des transformations. Les tuiles villageois sont placées dans le royaume de la science au fur et à mesure que le jeu progresse. Tout cela sera avec les cartes. Et chaque tuile possède une face colorée et une face en noir et blanc. En retournant une tuile villageoise sur sa face noir et blanc, un joueur peut dépenser un point d'action pour effectuer une transformation. Les tuiles peuvent également être utilisées pour aider un autre joueur, mais dans ce cas, la capacité spéciale permettant de réduire le coût en PA ne s'appliquera que si le joueur qui utilise cette capacité a d'avoir dépensé un point d'action. C'est-à-dire qu'il faudrait dépenser un point d'action pour pouvoir profiter de ce bonus-là. Ces tuiles vont être un moyen de maximiser les transformations tout en gardant un contrôle sur l'usage des points d'action. Elles se réinitialisent au début de chaque manche, permettant aux joueurs de les utiliser à nouveau. Les tuiles troupes de Tsuka sont également un facteur clé à considérer dans le jeu, car elles peuvent interférer vos stratégies. Ces tuiles fonctionnent de manière similaire aux tuiles villageois, mais sont associées aux antagonistes du jeu. Tout cela, au fur et à mesure, on vous expliquera avec les cartes comment les placer et ce qu'il va se passer. Les cubes en bois et les villageois offrent des mécanismes d'optimisation dans le jeu, facilitant les transformations et permettant d'influencer sur les actions des autres. Utiliser ces éléments de manière stratégique est crucial pour réussir à surmonter les obstacles et à progresser dans l'épisode. Les tuiles villageois, en particulier, offrent une possibilité de coopération intéressante qui peut être aussi un moyen de soutenir des actions importantes comme des transformations coûteuses. Maintenant, je vais vous donner mon avis sur le jeu. J'ai mis un peu tout le matériel que vous voyez ce que représente quand même le jeu et son extension avec tous les défis que ça va représenter. Dr Stone est un jeu de société coopératif qui plonge les joueurs dans l'univers du manga et de l'anime, où l'humanité est renversée et pétrifiée, et où les personnages doivent utiliser la science pour reconstruire la civilisation. Chaque joueur prend le rôle d'un personnage emblématique, et les parties sont divisées en épisodes, chacun ayant une mission à accomplir. Les mécanismes du jeu reposent sur la gestion des ressources et des points d'action. Vous allez commencer chaque partie avec des ressources limitées. Les cartes matériaux et objets seront utilisés pour fabriquer des équipements, effectuer des transformations, ou parfois interagir avec les lieux. Le but est d'accomplir des missions spécifiques à chaque épisode, avant la fin de la partie, ce qui vous permet de progresser dans l'histoire. Le système de points d'action est essentiel, chaque action nécessitant des points d'action, que ce soit pour explorer un lieu, fabriquer un objet, affronter un ennemi. Cela crée une dynamique de réflexion constante où vous devez optimiser vos actions, planifier avec votre équipe et trouver la meilleure manière de récolter des ressources pour avancer. L'un des aspects les plus intéressants est cette gestion de l'imprévu. Les cartes mésaventures et les ennemis sur le plateau peuvent compliquer vos plans. Elles vont occuper des lieux stratégiques qui vous obligent à déployer des stratégies pour les éliminer et libérer ces zones, ce qui rend chaque partie unique et pleine de surprises. Ce qui fait la force du jeu, c'est la façon dont il capture l'esprit de l'anime et du manga. Chaque personnage possède ses capacités uniques qui ajoutent une couche de stratégie, comme ça peut être réduire le coût des transformations, ça peut être tirer 2 cartes mésaventures et choisir la moins dangereuse. Ces capacités permettent d'adopter des stratégies variées en fonction des personnages choisis, rendant chaque partie différente. Le jeu intègre également de nombreuses cartes épisodes et missions qui vous permettent de revivre des moments clés de la série. Et au fur et à mesure que vous progressez, vous devrez prendre des décisions de plus en plus difficiles, gérer vos ressources, faire face à des ennemis ou optimiser l'utilisation de vos personnages pour surmonter les défis. La variété des cartes objets et matériaux apporte une grande rejouabilité. Chaque partie est différente en fonction des cartes que vous piochez et la manière dont vous gérez vos ressources. Vous devez constamment adapter votre stratégie en fonction de l'évolution du jeu et des événements imprévus. Et l'extension ajoute une dose de complexité bienvenue pour les joueurs expérimentés. Elle ajoute un nouveau personnage avec des capacités uniques qui enrichissent encore davantage la stratégie du jeu. Les cartes épisodes supplémentaires introduites ajoutent de nouveaux défis et augmentent de plus la durée de vie. Vous ne jouez plus simplement contre le temps, mais contre des obstacles plus ardus avec de nouvelles conditions de victoire. Les cartes mésaventures et les ennemis deviennent plus diversifiées et les tuiles villageois ajoutent une nouvelle dimension à la gestion des ressources. Vous pouvez maintenant compter sur l'aide des villageois pour effectuer des transformations et sur des mécanismes qui facilitent les échanges avec eux. Vous allez devoir choisir comment affronter certains ennemis tout en préservant vos ressources pour les défis à venir. De plus, les nouvelles tuiles, installations et objets apportent plus d'options stratégiques. Par exemple, le fourreau niveau 2 et le générateur niveau 2 permettent de transformer plus efficacement les ressources, tandis que des objets comme les sabres japonais ou les batteries ajoutent encore plus de variabilité aux actions que vous pouvez entreprendre. C'est à la fois un jeu captivant avec une extension qui enrichit l'expérience. Dr Stone est un jeu qui mêle habilement stratégie et coopération, ainsi qu'immersion. Il parvient à recréer l'ambiance de l'univers, tout en offrant une expérience de jeu stimulante et pleine de suspense. L'extension vient parfaire cette expérience en ajoutant des personnages supplémentaires, de nouvelles mécaniques et des défis encore plus intenses. Si vous aimez l'univers ou si vous aimez des jeux coopératifs avec une forte composante de gestion de ressources, Dr Stone est une valeur sûre. Et avec l'extension, le jeu gagne en profondeur, ce qui le rend encore plus captivant à chaque partie. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous en a plus appris sur le jeu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne si cela vous a plu, c'est toujours agréable, ça nous motive et pour le référencement c'est très utile. Sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!